Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Maria Mazzouri. Elle est directrice principale chez Deloitte Canada, en charge de la gestion des risques et de la stratégie. Elle accompagne en fait les portefeuilles à savoir gérer sur le plan réglementaire les risques par rapport à leurs finances. Maria Mazzouri, bonjour. Bonjour. Est-ce que je vous ai bien présenté? Côté professionnel, oui. En fait, juste une petite précision, c'est que je suis en charge de la pratique qu'on appelle SRF pour le risque stratégique, réglementaire et financier. Et je lead la pratique privacy aussi au Québec. Très bien. J'ai aussi oublié de dire que vous étiez une femme très engagée. Sur le plan communautaire, en fait, vous aidez beaucoup, vous êtes engagée sur toutes les questions liées à l'intégration des immigrants, à l'équité des femmes. Vous venez d'ailleurs de recevoir le prix sur Women to Work Oui. En novembre dernier, Exact. qui récompense, c'est un prix très prestigieux qui récompense des femmes qui sont très engagées, qui sont reconnues dans leur métier. Donc félicitations. Merci beaucoup, merci. Alors, avec toutes ces casquettes, qu'est-ce que c'est pour Maria Mazzouri le mot pouvoir? C'est une très bonne question. Vous savez, quand vous m'avez approché pour participer à l'émission, j'étais intriguée sur la qualité puis la thématique. Puis femme et pouvoir, ça a toujours été, ça allait d'ensemble. Moi, je trouve que le pouvoir, dans sa définition vraiment pure et dure, c'est quelqu'un qui a l'emprise, qui a le dessus sur la conséquence de la chose et qui a une certaine emprise sur la situation, peu importe la situation. Mais quand on mélange le pouvoir et la femme, je trouve ça fantastique parce que ça n'a jamais été, je dirais, étalé beaucoup. C'est que les femmes ont depuis toujours ont eu le pouvoir, c'est juste des fois ils sont en arrière. Et dans les cas les plus connus, c'est les premières dames des États-Unis qui étaient toujours en arrière, mais c'est des femmes fatales a priori et qu'ils avaient leur pouvoir et leur influence et ils jouent dans un pouvoir important dans les coulisses. Donc pour moi, pouvoir et femme, c'est synonyme. Et dépendamment des situations, on cède un peu le pouvoir, on le reprend quelque part. Et donc, je vous félicite d'ailleurs pour le choix de titre de l'émission. Merci beaucoup. En fait, ça rejoint bien votre dimension de la stratégie, en fait. Femme et pouvoir, ça peut aussi s'apparenter à la stratégie pour atteindre ses objectifs. Définitivement. Et là-dedans, on se positionnerait comment, moi, comme femme, je peux exercer ce pouvoir. Est-ce que je peux l'exercer côté professionnel? Et dans ce sens-là, c'est avec les compétences, l'éducation, le réseautage qui sont très importants. Est-ce que c'est sur le plan social? Et d'ailleurs, tous nos mamans ont exercé un certain pouvoir social tout en étant à la maison, des femmes au foyer qui s'occupent de leurs enfants, puis ils sont en train de créer des personnes de pouvoir dans le futur. Et donc, c'est pas négligeable. Et il y a le côté plus engagement politique. Et là, on sait vraiment que politique égale pouvoir. Quelque part, c'est dans les rôles et les distributions de ces pouvoirs que la discussion peut être intéressante, mais je pense qu'on peut regarder le pouvoir sous plusieurs loupes. Très bien. Comment le vote se traduit-il sur votre environnement personnel et professionnel? Est-ce qu'il y a deux Mariama qui se distinguent? Alors, je pourrais vous dire qu'il y a un poète libanais qui dit moi, je suis un homme et toi, tu es une tribu. Je pense que ça s'applique beaucoup à mon cas. Je suis plusieurs femmes à la fois. Alors, je suis la maman. C'est un titre dont je suis très fière. Je suis maman d'une fille qui a 11 ans puis qui fait de ma vie juste une lumière. Je suis aussi la maman-fille. J'ai une maman formidable qui a toujours été à mes côtés puis qui m'a toujours encouragée à me dépasser. Il y a la femme fatale. En affaires, c'est ça qu'on pourrait dire. C'est un no-brainer. Je suis là, puis je m'impose, puis je confirme ma présence et mon pouvoir professionnel. Et donc, comme je vous ai dit, avec ça on associe la compétence, la détermination, la capacité de gérer les équipes, le stress, les clients, et à la fois être une personne agréable à travailler avec. Donc, et tout ça, même ces attitudes, ça fait partie des outils de pouvoir qu'on peut utiliser dépendamment de la situation. Exactement. Puis il y a la Mariama humaine qui est touchée par des petites situations, que ça va, de voir un compatriote qui est en train
je dirais, de se battre pour son avenir ici au Canada et ça me touche beaucoup. Donc l'intégration professionnelle et économique des immigrants, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et pour laquelle je me mobilise beaucoup. Et il y a la femme, tout simple. Je suis une pure Sophie, alors je pratique une dimension Sophie qui me ramène à une certaine état de zen et avec laquelle je peux me ressourcer et me redéfinir et puis revenir en force à chaque fois que on tombe. C'est ça la vie, il y a des hauts et des bas et donc il faut trouver ces sources d'inspiration et ces sources de renouvellement à chaque fois. Parfait. Comment arrive-t-on à préserver un équilibre justement? Comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre avec tout ça? Je pense à chacun, il a sa propre recette. L'année passée, j'étais à Harvard pour un programme de perfectionnement. Puis justement, je trouvais ça très intéressant, une notion nouvelle qui prêche pour aujourd'hui qu'on est dans des modèles d'excellence. Puis on est un peu tanné de voir que quelqu'un, il est super parfait partout. Oui. Et j'ai découvert pour la première fois, et je pense que peut-être je suis la seule, mais la notion de faire des concessions, trade-off. Et sur quoi on peut faire un trade-off dans notre vie? Il y a des gens qui font un trade-off sur la vie familiale au détriment du travail. Il y a d'autres que c'est au travail pour avoir un équilibre famille. Il y a d'autres que c'est l'engagement communautaire et social, c'est aider les autres sur lesquels ils doivent faire des conséquences probablement pour un certain niveau financier ou un confort social. Et cette dimension m'a travaillé longtemps, depuis à peu près 1 an et demi. Et je suis en train de redimensionner un peu cet équilibre-là. Mais la pierre angulaire là-dedans, c'est ma fille, ma famille. Et autour de ça, mon travail. On dit souvent que les femmes comme vous qui ont du pouvoir, qu'elles sacrifient quelque chose ou qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que vous, ça a été votre cas ou finalement, cette capacité à trouver cet équilibre ou ce trade-off que vous avez découvert, est-ce que ça peut s'apparenter à une forme de sacrifice? Si je regarde mon parcours, je pense que j'ai sacrifié pas mal de choses pour pouvoir avoir... Parce que c'est un équilibre fragile. Hein. D'abord, comme c'est un métier, le métier que je fais, c'est un métier très stressant. Et même mon engagement social me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Et surtout quand on est passionné, ça va au-delà de juste la dimension que je consacre du temps pour le faire. Mais quand on le fait avec passion, c'est la dimension du dépassement aussi. Et il faut repositionner. J'ai pris comme, il y a à peu près la dernière année, j'ai un peu laissé relax mes activités communautaires tout en gardant un pied actif là-dedans. Mais je fais une concentration sur moi-même, sur ma santé. Et j'essaie aussi de créer un mode de start-up. C'est des choses qui n'ont pas besoin d'une Mariama tout le temps pour les propulser. Exactement. Et donc, c'est aussi d'apprendre à déléguer, puis à faire confiance, et à sous-traiter certains sujets, puis à négliger ou à passer outre certaines opportunités, puis dire, moi, je me concentre sur opportunité 1 ou objectif 1 ou priorité 1 et je passe à autre chose. Est-ce que vous avez, il y a des moments où vous avez peut-être un réseau de femmes où vous vous réunissez justement pour vous accompagner, pour vous entraider, en fait, la notion de solidarité entre les femmes, surtout quand on arrive à des postes de responsabilité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous affectionnez? C'est une question très pertinente. Je ne pense pas qu'on est rendu là. Je pense ce qui arrive, c'est que, en tout cas, moi personnellement, j'ai des personnes autour de moi qui sont mes ressources quand j'ai des situations que je veux discuter ou que je veux échanger. Je vois plus les gens viennent vers moi pour leur donner des solutions ou les aider à parler ou à démystifier une situation quelconque, mais on n'a pas encore à ce niveau-là un club pour nous réunir. Ça peut être une bonne initiative, Club Pouvoir, Femmes et Pouvoir, et de dire comment on peut s'entraider, mais ça se fait des fois de façon informelle. Tu vas vers quelqu'un, puis il t'écoute, puis il mobilise. On revient dans quelques secondes pour poursuivre notre émission avec Mariama Zouri. Vous nous parliez tout à l'heure de l'équilibre, les sources d'inspiration.
Est-ce que par rapport aux nouveaux défis auxquels notre société est confrontée, est-ce que vous avez identifié dans votre environnement personnel ou professionnel une pratique qui pourrait contribuer à faciliter l'inclusion, la diversité ou en tout cas permettre le vivre ensemble ou le mieux vivre ensemble, si on peut appeler ça comme ça? Certainement, c'est un exercice, comme je le dis, de tous les jours, et je pense le dernier le dernier projet que j'ai initié dans ce sens-là, c'est une bourse d'études que j'ai initiée avec la Fondation HEC pour aider les femmes immigrantes à accéder au marché professionnel via les certifications professionnelles. Je suis une des grandes croyantes que les immigrants, lorsqu'ils décident de venir au Canada et au Québec, c'est pour avoir une profession et qu'ils font l'entrepreneuriat parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer le marché de travail. Et dans la bonne définition, on ne dirait pas que c'est des entrepreneurs parce que généralement, c'est des travailleurs autonomes. Ouais. Parce qu'un entrepreneur, il faut qu'il puisse travailler au moins une personne de plus pour tomber dans la définition d'un entrepreneur. Et donc, cette bourse, en fait, c'est une initiative personnelle. C'est un programme sur 5 ans de à peu près 15 000 $ qui est donné à ces femmes, dont une bourse au besoin. Pour l'histoire, c'est que moi, quand je suis arrivée au Canada le 18 décembre 2001, mon papa est décédé le 29 décembre 2001, de la même année. Et je ne savais pas encore à cette date-là que j'avais une bourse d'études. Et c'était mon papa qui devait financer toutes mes études. Et j'ai eu recours à une bourse au besoin au HEC, qui m'a aidée de façon temporaire les premiers mois, jusque je pense les 6 premiers mois où j'étais en deuil, où j'étais en train de me restructurer, puis revenir à la vie graduellement. Et ça m'a toujours travaillé, comment moi je peux retourner, comment je peux redonner. Et je pense, j'en parle parce que côté religieux, on n'aime pas parler de ces gens-là, de ces gestes-là, mais je pense qu'il est important d'en parler parce que c'est pas le geste du don, mais c'est le geste du partage et de donner une chance à quelqu'un pour d'abord juste le féliciter pour son parcours scolaire et académique, c'est quelque chose, donc une petite tape sur le dos, c'est toujours la bienvenue. En parlant d'ailleurs des immigrantes, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, beaucoup arrivent avec énormément de diplômes et se retrouvent des fois dans des situations un peu compliquées parce que leur diplôme ou leur expérience à l'étranger n'est pas forcément valorisée. Quel message vous pourrez leur passer? Parce que là, vous aviez parlé de la question, l'importance de les aider, la bourse. Oui. Quel message on pourrait leur dire? Parce que je trouve que c'est vrai que une des premières difficultés, je pense, quand on arrive ici, c'est le sentiment de solitude. Ne pas savoir à qui parler, ne pas savoir comment se retourner, parce que du coup, vous étiez quelqu'un ailleurs et ici, vous devenez, pendant quelque temps, presque rien. Très bonne question, mais si je repositionne ça avec le thème de votre émission qui est Femmes et pouvoir, j'enlèverai femmes et je parlerai de pouvoir, c'est que ces gens-là doivent se poser la question quel genre de pouvoir ils veulent avoir quand ils arrivent. Est-ce qu'ils ont un pouvoir économique? Ça veut dire qu'ils doivent être prêts à faire des concessions. Parce qu'au Canada, malheureusement pour les cas où on ne peut pas reconnaître les diplômes, il faut commencer bas. Je donne un exemple banal, puis ça m'interpelle beaucoup. J'avais rencontré au tout début de mon arrivée au Canada une jeune Marocaine qui était dentiste au Maroc, qui avait pratiqué dans son propre cabinet pendant 3 ans. Elle est arrivée au Canada, on n'a pas reconnu ni son expérience, ni ses diplômes. Je parle il y a 18 ans de ça. Je pense là, on a cheminé, puis on est en train de cheminer. C'est toujours valable quand même. Mais elle a préféré d'aller prendre des cours d'informatique en DEC en informatique que d'aller prendre les cours qu'on lui avait exigés. Moi, je trouvais que c'était une erreur stratégique, dans le sens où l'informatique l'a ramenée à un niveau de base en termes d'expertise et d'expérience, parce qu'elle tombe, moi, en tant qu'employeur, je vois quelqu'un qui a un bac en technologie de l'information plus une maîtrise en technologie, je ne prendrais pas un dentiste avec un DEC en technologie. Et donc, il faut mordre dans la pompe et dire, OK, je vais galérer 3 ans, je vais avoir mes diplômes. Je connais quelqu'un qui a fait le barreau 3 fois et il l'a eu. Et donc, aujourd'hui, il a son cabinet, sa situation financière elle est très bien. Il a pu, même il était au péril de sa situation maritale avec sa femme qui voulait partir au bout de premier examen, deuxième examen. C'était quand même too much. Mais regarde, aujourd'hui, ils sont une belle famille et c'est ça, on commence le compteur à zéro. Il faut avoir le pouvoir de, ça c'est important, ne pas se faire influencer par les autres. Si ça n'a pas marché pour X, ça pourrait marcher pour vous. Oui, ça va pas Donc marcher déjà ça. Pour vous. Deuxième, ayez le pouvoir, ayez un projet.
Parce que lorsqu'on a un projet puis une idée claire de ce qu'on veut faire comme projet de vie ici, bah, les chances, c'est ça, les chances d'erreur sont minces. Se convertir dans un domaine, il faut savoir est-ce que le marché il a un appétit pour ça. Puis on a poussé les dernières années justement au niveau du ministère de l'Immigration pour voir une certaine compatibilité entre les jeunes à qui on fait vendre le rêve canadien et la réalité du marché. Il n'y avait pas d'attraction. Aujourd'hui, dans certaines communautés, on a des 17 et 15% de taux de chômage et malheureusement, il n'y a pas de solution. On est en train de redynamiser pour les nouveaux, mais on est déjà pris avec un certain nombre qu'il faut résoudre la situation. Et donc, ces gens-là aussi, je leur lance le message, prenez votre destin en main. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous et pourquoi? Je mettrais plus de femmes dans les postes de décision, dans l'éducation. Et comment justement elles pourraient accéder à ces postes de décision? Parce que finalement, c'est ça. On ne cesse de nous dire qu'on ne trouve pas des femmes pour accéder à ces postes de décision. Il y en a quand même pas mal, énormément. Il y en a. Je pense que la première... Moi, je suis parmi les gens qui sont d'accord pour passer une loi. Pour dire qu'il y a exactement, absolument. Je pense que ça serait la première démarche. Ça a été, je peux le nommer un cas là-dedans, M. Charest, lorsqu'il était, je pense, premier ou deuxième gouvernement, je ne me rappelle pas, mais il citait ça de façon publique lorsqu'il demandait est-ce qu'il y avait des femmes pour qu'on puisse les nommer sur les sociétés d'État. Ben, il n'y en avait pas. Tout d'un coup, lorsqu'il a dit qu'il y a une loi, tout d'un coup, on les a trouvés. Donc, absolument. Je pense aussi que le côté réglementaire, puis c'est un peu ça mon domaine, c'est un stimulateur. Ce n'est pas le seul parce qu'il faut démontrer la valeur en dollars de l'importance. Je pense, si on prend les exemples de la Finlande, de la Suède, du Norvège, je pense que c'est des exemples très clairs où la femme joue un rôle très important, où on regarde en Allemagne aussi le leadership là-bas. C'est la question aujourd'hui et je peux vous dire qu'il y a des exécutifs, en tout cas au Québec, que je connaisse, qui sont à cette réflexion-là. On s'en fout un peu du genre de la personne, mais de la compétence autour de la table. Est-ce que c'est la bonne personne à livrer la marchandise? Et on vit encore dans une certaine transformation, mais si je reviens à votre question de base, qui si j'ai à changer, ça va être de nommer quelques femmes dans des postes clés, notamment l'éducation, l'économie, la gestion des dollars. Et je mettrai aussi des femmes dans je ne dirais pas l'immigration, mais j'appellerais ça un ministère, par exemple, de gestion des ressources humaines, parce que ça devient un enjeu au-delà de l'immigration, c'est un enjeu de population et donc plus je dirais un poste de gestion. Et je pense qu'on pourrait faire une belle réflexion là-dessus. Au niveau des entreprises, je pense qu'il y a des entreprises, notamment Deloitte pour laquelle je travaille, et donc je suis fière un peu de leur vision. Et c'est l'une des choses pour laquelle, en fait, je suis revenue à un cabinet, c'était la façon qu'ils regardent le monde, comment ils regardent les ressources et les talents qu'ils ont, avec d'abord... avec beaucoup d'excitation, avec beaucoup d'innovation. Alors, ils sont à l'écoute des jeunes, puis je trouve ça formidable. Ils sont à l'écoute On a certaines pratiques, et je ne peux pas vous le cacher, c'est complètement une communauté maghrébine parce qu'ils sont super bons en finance, et en analyse financière et ingénierie financière, puis ça ne dérange personne. Ouais. Et on voit ces jeunes de plus en plus, donc je trouve ça formidable. Il faut continuer dans cette direction-là. Il faut y croire. Qu'aujourd'hui, le temps, je ne dirais pas aux femmes, mais notre contribution est importante autour de la table. Essentielle. Et il y a même des hommes aujourd'hui, parce que souvent, lorsqu'on parle de mouvements féministes et tout, c'est plus les stars de ça, c'est des femmes, mais aussi des hommes. Mais concrètement, sur le tas, il y a des organismes qu'on n'accepte pas qu'il y ait des hommes autour de la table. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que je me dis dans l'histoire, c'est les hommes qui sont à l'origine de cette situation et ils peuvent très bien contribuer à la régler. Et je pense qu'il y a des exécutifs qui ont cette intelligence émotionnelle aussi et sociale de dire absolument. Oui, on veut aider, puis ils se manifestent dans les conseils d'administration, puis dans leurs entreprises à recruter des femmes, à les faire pousser. Et je trouve ça juste formidable. Il faut juste continuer, mais la bataille n'est pas facile. Ah oui. La bataille n'est pas facile. Si vous étiez un animal, lequel ou laquelle seriez-vous? Cheval. Définitivement cheval. Alors, c'est signe de noblesse, de grâce, de liberté et de force. Surtout un cheval libre. J'aimerais pas avoir un chevalier dessus qui me tire comme ça. Mais oui, dans mon signe astrologique aussi, je suis cheval dans le calendrier chinois. Puis dans ma signature professionnelle,
Je signe MA qui en chinois veut dire cheval. Bon, ben, très bien. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Donc, avant de finir, j'aimerais quand même savoir, est-ce que vous nous avez apporté, parce qu'en préparant cette rencontre, on vous avait demandé de venir avec un objet, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Ben, j'ai quelque chose, mais on racontera l'anecdote sur votre site. Cette image m'a beaucoup parlé, mais d'abord, pour moi, la dimension du pouvoir, c'est l'éducation. Puisque je partage avec vos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui cette image. Et j'aimerais que dans le commentaire de l'émission, ils nous disent c'est quoi que ça leur inspire. Pour moi, quelqu'un qui est blessé et qui cherche quand même la source d'eau, l'eau, pour moi, c'est source de vie. Et comme femme, lorsqu'on a un enfant est tout attaché à sa maman et donc la femme est source de vie. Et je trouve même blessé que ça continue, donc ça donne l'image de la détermination et le courage. Et donc c'est ça la vie. La vie, c'est un épisode de défis et de courage et d'échecs aussi, beaucoup d'échecs. Il faut en parler, mais c'est ça. Effet. Et donc se repositionner rapidement et dire, moi je peux dire, plus j'étais tombée, plus je tombe, plus que ça va, plus le nombre de fois que je tombe, la dernière est plus rapide. Je me relève parce que je me suis entraînée par rapport à la dernière. Donc c'est un peu ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Très bien. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grande, je voudrais être Maria Mazzouri », vous lui diriez quoi? Je lui dirais oui, inspirez-vous de Mariama, de X, Y, Z, mais soyez vous-même. Parce que c'est vous qui vous connaissez vos faiblesses, vos forces, vous êtes capable de visualiser. Et allez vers des gens avec une énergie positive. Écoutez les gens sages, il faut les écouter. Moi, les fois où je n'ai pas écouté, quand des fois j'ai la tête dure, je suis cassée la gueule, puis je me suis redressée, mais ça m'a donné des leçons de vie. Que ce soit professionnel ou personnel. Donc, oui, moi-même, je cherche chaque jour des modèles d'inspiration. Et je vous dis, dans mes pires moments où j'essaie de trouver quelque chose qui m'inspire, une personne qui m'allume, un trait, et je lis beaucoup les biographies. Les biographies, je vous le conseille aussi comme source d'inspiration. Il faut lire. Il faut lire. Et avec les médias sociaux et tout, on a moins de temps pour la lecture, mais je pense que leaders are readers, comme on dit. Et donc, c'est quelque chose que il faut garder en tête. Absolument, en absolument. Très bien. Notre entretien touche déjà à sa fin, Mariama. Merci beaucoup pour ce moment que vous avez voulu partager avec nous. Et merci pour toutes ces histoires, ces anecdotes. Il y aurait encore tellement de choses que j'aimerais partager avec vous, mais j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cet entretien. Avec plaisir. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à aller visiter notre chaîne YouTube, Carole Da Silva, Femmes et Pouvoir, à liker, à partager et à nous faire part de vos commentaires. Je vous dis donc à très bientôt. Merci.